Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Ismaël Bernus qui m'a été présenté en fait par Lisiane de Green Bull. Salut à toi Lisiane si tu passes par là. Merci beaucoup pour cette mise en relation. Et qui lui aussi est associé notamment chez Green Bull. Il m'a interviewé pour son podcast La Bonne Fortune. Au moment où je sortirai la vidéo, je ne sais pas si le podcast sera sorti, mais en tout cas, vous avez le lien vers son podcast qui est en description. Et puis, j'ai aussi associé dans le titre de la vidéo donc la chaîne YouTube La Bonne Fortune dans laquelle vous trouvez le podcast aussi. Alors, il aborde des tas de sujets autour de l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc, bon, c'est assez naturellement, effectivement, que c'était assez simple d'échanger et qu'on s'est trouvé pas mal d'atomes crochus avec Ismaël. Il a interviewé notamment des associés de Green Bull avec Jean-Guillaume Dess, Benoît Martin. Tu as aussi reçu, j'ai vu Gabriel Jarosson de Léonis Investissement. François Denis, Julien Roman pour la partie crypto. Voilà, donc des belles interviews. Et des thématiques assez variées sur notamment la partie investissement avec notamment dans le vin, dans la transmission intergénérationnelle du patrimoine, la négociation, de la crypto, de l'immobilier, du crowdfunding. Donc voilà, un spectre assez large et je pense que tu as une vraie passion sur le sujet d'investissement comme moi. Donc voilà, je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne devraient retrouver des choses qui les intéressent dans ce podcast. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ce que fait Ismaël. Et alors juste avant de poursuivre et de laisser Ismaël se présenter, abonne-toi hein, si c'est pas déjà fait, active la petite cloche, un petit commentaire pour aider au référencement, ça sera bienvenu, merci beaucoup. Et lors du coup de la vidéo, on va vous présenter le fichier qu'a déployé Ismaël pour gérer donc ses investissements en courte durée, et vous aurez un lien en description et je vais le mettre aussi en commentaire épinglé pour pouvoir télécharger gratuitement hein, le fichier en question que Ismaël a mis en place, que vous pourrez potentiellement réutiliser de votre côté. Donc, Ismaël, merci beaucoup d'être là et de venir nous parler donc de location courte durée. Est-ce que tu peux donc nous parler de ton parcours, puisque comme Yann Darwin, ancien pompier, toi aussi, de l'immobilier, toi aussi, mais bon voilà, qui tu es aujourd'hui alors, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es marié, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens, quel est ton parcours? Yes, mais écoute, avec grand plaisir. Merci pour pour cette belle introduction. Euh, Tout d'abord, déjà, comme tu l'as fait, je tiens à remercier également Lisiane pour cette mise en relation. Et, et c'est vrai que la vie est faite comme ça de connexions. Et tu vois, le fait de planter des graines, ça nous amène à des chemins potentiellement qu'on n'avait pas envisagés, que Hmm. ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et voire même quelques années auparavant. Bon, on aura le temps d'en débattre un petit peu si tu veux. Pour me présenter en quelques mots, comme tu l'as dit, Ismaël Bernus, donc je suis le fondateur du podcast La Bonne Fortune, qui traite de l'investissement, de l'épargne, de l'investissement, on va dire, avec une vision 360 degrés. Un petit peu comme tu peux le faire, toi, sur ta chaîne Youmento, avec, tu as une approche peut-être un peu plus différente, avec un contenu aussi axé, toi, sur YouTube, les vidéos, etc. Moi, je vais me concentrer sur l'audio, mais je vais être plus sur des formes d'interview. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même à disposition ces différentes connaissances, cette capacité pour pouvoir avoir l'ensemble des outils, pour pouvoir prendre en main ses finances personnelles et son épargne d'une façon plutôt simple, entre guillemets, ou alors un petit peu plus poussée pour celles et ceux qui le souhaitent. J'aime bien me définir comme un investisseur heureux. Je pense que c'est intéressant de faire les choses avec et du sens et du kiff et de la passion. Que ce soit, voilà, Hmm. si, comme si quelqu'un qui voudrait s'investir dans le sport, autant se tourner sur quelque chose qui nous anime, qui nous fait plaisir, et la vie est d'autant plus sympa comme ça. Euh, voilà en quelques mots. Sinon, je suis originaire de Poitiers, là où j'habite moi actuellement. Je suis à 20 bornes de Poitiers en campagne.
Je suis passé, l'heureux papa de deux jeunes filles qui vont fêter leurs 5 et 7 ans. Tu vois, tout comme toi, si je dis pas de bêtises, tu es également papa de deux jeunes filles également. Et, et voilà, et c'est intéressant aussi de pouvoir entreprendre et faire un petit peu tout ça. Et là, on va se concentrer sur l'investissement immobilier en courte durée, mais le fait de se construire comme ça un patrimoine, etc., c'est aussi, avec une vision un peu plus long-termiste, de se dire, tiens, on va pouvoir transmettre potentiellement quelque chose aussi aux générations suivantes. Et ça aussi, ça fait partie d'un objectif sous-jacent qui est assez intéressant également. Quoi te dire de plus? Je suis allé en deux mots passionné de l'art de la table, on va dire. J'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir autour de bons repas, les amis, etc. Les choses simples de la vie. J'aime beaucoup le sport aussi. Voilà, j'ai pratiqué un petit peu de foot, un petit peu de rugby, un petit peu de course à pied, de trail. Voilà, le tout à des niveaux à chaque fois très, très, très amateurs, mais avec beaucoup de passion. Et puis voilà, en quelques mots pour me définir, Cédric. Merci d'avoir mis du contexte personnel. C'est quelque chose que j'apprécie et une chose de plus sur laquelle on est rentré en résonance parce que voilà, moi ça c'est des choses, un de mes combats entre guillemets qui est de dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie pro, d'un côté la vie perso. On a juste une vie d'une manière pleine et entière et je trouve que c'est une erreur profonde de vouloir absolument dissocier, de se créer deux identités différentes en fonction de là où on se situe à ce niveau-là. Donc, merci encore pour ça. Et alors, pour débuter et contextualiser, puisque à nouveau, je le précise, nous allons parler aujourd'hui d'immobilier en location courte durée. Ok. Toi, aujourd'hui, à quelle classe d'actifs tu t'intéresses et sur quoi justement tu investis? Ok, ouais, super. Je vais juste poursuivre un tout petit peu ma présentation qui va m'amener à mieux te répondre. Euh, Moi, je suis né en 85. À l'heure actuelle, j'ai 37 ans. J'ai une carrière, on va dire, de militaire fonctionnaire, le tout chez les sapeurs-pompiers, et à Paris et dans le Nord, pendant 16 ans. Et ce qui m'a permis de me développer avec ce prisme, on va dire, de salarié, vraiment fonctionnaire, etc., classique. L'avantage chez les pompiers, c'est qu'on a un petit peu de temps libre aussi, vu que c'est un système de garde, etc. Et ce qui m'a permis d'avoir du temps pour pouvoir entreprendre, etc. Et, euh, et de pouvoir développer tout au long de ces 16 années un petit parc immobilier et qui m'a amené aujourd'hui à faire différents choix et à me porter notamment sur la courte durée aussi. Donc ça, c'est pour finir de contextualiser. Sachant que j'ai démissionné il y a maintenant 3 ans pour pouvoir m'occuper pleinement hein, de la gestion des appartements, la location courte durée de mon patrimoine, euh, et pouvoir aussi revenir m'installer sur Poitiers. C'était aussi euh, une des motivations qui m'a permis de démissionner, voilà, pour m'occuper pleinement des investissements. Du coup, sur ta question, pour reprendre et te répondre précisément, c'était euh, qu'est-ce que je gère aujourd'hui? Sur quelle à quelle classe d'actifs tu Oui, t'intéresses oui, oui, et sur quoi tu es positionné aujourd'hui? voilà, les classes d'actifs. Et donc oui, aujourd'hui, alors 80%, 90%, c'est l'immobilier pour différentes raisons, notamment l'accès à l'emprunt bancaire. Voilà. Sinon, je suis également investi en private equity, tu l'as dit, notamment avec quelques actions chez Greenbull, mais également sur d'autres boîtes. Le private equity, c'est intéressant parce que on a peut-être un impact réel avec notre argent pour soutenir le développement d'une boîte. On investit directement dans la vie réelle et ça donne du sens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien. Je suis également investi sur du crowdfunding, enfin crowdlending immobilier et également sur les énergies renouvelables. Quelques investissements également dans la crypto. On a pu en discuter un petit peu avec toi, Cédric, passionnément sur l'émission. Donc oui, les cryptoactifs, également un petit peu la bourse. La bourse, que ce soit à travers un PEA, qui est
un beau véhicule fiscal pour les résidents français, mais il ne faut pas voir que le prisme de la fiscalité lorsqu'on fait un investissement, hein, d'ailleurs quel qu'il soit. Et donc, Mm. il y a également des comptes titres. Donc, la bourse, le crowdfunding, les énergies renouvelables, les crypto-monnaies, le private equity et l'immobilier. J'oublie peut-être une case d'actifs, mais voilà, grosso De modo, l'or un peu, j'essaye. des métaux précieux, matières Alors, les premières. métaux, ouais, alors j'en ai eu de l'or et de l'argent et j'ai arbitré, j'ai revendu il y a 2 ans et là j'ai plus rien, mais il faudrait que je me dégage un petit peu de liquidité pour y retourner dans le sens d'avoir un investissement à 360 degrés et j'aime bien, on en avait parlé un petit peu aussi, mais le fait d'être couvert en fonction des différents cycles immobiliers, on peut voir derrière moi, il y a le livre de Ray Dalio, Principle, et j'aime bien son approche permanente portfolio, dans le sens où, en fonction des différents cycles économiques, récession, inflation, développement, etc., certaines classes d'actifs vont plus se performer, d'autres moins, etc. Et c'est un jeu de base communicant comme ça. Et le fait d'avoir un portefeuille diversifié, en quelque sorte, ça permet d'atténuer un petit peu les chocs et c'est peut-être un peu plus sécure, quoi. C'est vraiment l'idée de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier euh, au même moment. Voilà, il y a différentes stratégies, mais c'est quelque chose qui me correspond bien, en tout cas que moi j'apprécie. Voilà. Ok, eh ben, écoute, oui, effectivement, surtout dans la période actuelle, d'avoir un peu d'or me semble, voilà, ça apporte une certaine, un peu de sérénité. Euh, alors, on va parler. Merci encore hein, pour avoir détaillé et ça permet encore une fois de donner du contexte par rapport à ce que tu vas évoquer sur notamment bien voilà la location courte durée. Alors, quelle typologie de biens toi tu possèdes donc sur cette approche de location courte durée? Ouais, alors moi l'ensemble de mes biens ils sont situés sur Poitiers, sur le secteur du Ok. centre-ville, proche notamment de la gare, suite à une acquisition d'un immeuble de rapport de Saint-Cloud. euh, dont un lot j'ai revendu, j'avais redécoupé tout de suite, dont j'avais développé quatre appartements là-dedans, et puis plus deux autres appartements également sur un immeuble voisin, et un autre appartement qui se décline, on en discutera, qui est en vente. Donc aujourd'hui, l'ensemble de mes lots sont essentiellement des appartements qui vont du studio au T4, à 80-85 mètres carrés. Voilà pour la typologie des biens qui sont exploités. Je pourrais avoir également des maisons d'habitation hein, ça pourrait s'y porter également, mais aujourd'hui, enfin on va dire que mon patrimoine est axé comme ça et donc j'exploite ce que j'ai et ça me convient très très bien. Ok. Et donc c'est la totalité de ton patrimoine immobilier est orienté sur de la location de courte durée ou c'est juste une partie? Alors c'est la grande majorité. J'ai un petit peu de location nue également. Ok. Voilà. Et j'avais de la colocation avant qui s'est transformée en location courte durée. Ah, c'est intéressant ça. Pour quelle raison tu as du coup tu es passé comme ça en courte durée au lieu de la colocation? C'était pour une des problématiques de gestion pour aller chercher plus de rentabilité? Alors, au final, j'avais des a priori, tu vois, comme peut-être beaucoup, souvent, des fois, on se met des filtres, des barrières soi-même. Je me suis dit que la courte durée, c'était bien pour les petits logements, un petit studio qui serait loué 300-400 euros. Ben, tiens, tu le mets en courte durée, tu as X euros la nuit qui te fait X chiffre d'affaires au mois, mais souvent, tu fais facilement un fois 2 fois 3 fois 4 en termes de chiffre d'affaires, en tout cas par rapport à un loyer classique. Et je me suis dit que sur les plus grandes surfaces qui sont déjà, entre guillemets, optimisées en colocation, euh, c'était peut-être un peu plus compliqué de faire un x2, x3, x4, et ça demandait peut-être plus de gestion, peut-être plus soumis aussi aux dégradations, aux faits potentiels, etc., sur des plus grands volumes. Et c'est venu tout simplement après Covid, au niveau des colocations, sur Poitiers en tout cas, et dans mon cas, j'ai eu un petit peu plus de vacances locatives qui s'installaient, des départs un petit peu plus précoces, et avec 2, 3, 4 mois de vacances pour une chambre, puis après pour une autre.
et sur deux logements pareils, et ça m'embêtait un petit peu. Moi, j'aime bien optimiser, j'aime bien essayer de voir et de pousser un petit peu les curseurs pour forcément rentrer dans les coûts, faire du chiffre et développer les revenus. Et ça m'embêtait un petit peu que ce soit un petit peu récurrent et je n'arrivais pas, entre guillemets, à trouver la solution. Il y avait une concurrence qui était bien grandissante sur ce milieu de la colocation et puis avec un contexte qui était particulier. Et de là, avec des échanges avec d'autres entrepreneurs, etc., l'idée à jamais, ben tiens, pourquoi pas les mettre tout simplement, les tester en courte durée, ces logements. Et chose que j'ai fait, et ça a pris rapidement, et ça s'est avéré, dans mon cas, fructueux très très rapidement. Et donc voilà, donc une première colocation que j'ai développée comme ça. Et la deuxième, là pour le coup, c'était même moi qui ai cherché à trouver des solutions pour récupérer le bien, pour pouvoir l'exploiter du coup en courte durée également, quoi. Ok, donc effectivement, à la fois, ben, tu avais une problématique de remplissage qui commençait à se poser par rapport à la location, et puis ben, une recherche de rentabilité, et le temps de casser certaines barrières mentales ou a priori que tu pouvais avoir sur la partie location courte durée. Et ça va être intéressant, d'autant plus intéressant comme ça d'avoir ton feedback maintenant sur la manière dont ça se passe et comment tu t'es organisé par rapport à ça. Euh, donc voilà, tu as expliqué que tu es du côté de Poitiers, donc euh, location courte durée, on est souvent sur du touristique, mais pas que. On a parfois effectivement des positionnements en termes de affaires, je dirais, avec de viser un public différent. Là, de ce que j'interprète naturellement en me disant, bon ben Poitiers, il y a le Futuroscope à proximité, j'imagine que ça draine voilà, pas mal de monde. Et est-ce que, en termes de public cible que tu as Hum, aujourd'hui, hum, est-ce que, voilà, quel type de public tu as? hum. Tu vois, est-ce que ça va être des couples? Est-ce que ça va être de la famille? Est-ce que tu vises des gens qui sont plutôt aisés? Est-ce que tu es agressif en termes de prix? Est-ce que c'est du touristique? Est-ce que c'est du touristique pour aller justement visiter le Futuroscope? Est-ce que c'est des étrangers? Et est-ce qu'il y a une différenciation de public en fonction des saisons? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, mais super, super intéressant et ce sont les bonnes questions qui, je pense, faut peut-être commencer à l'avoir en tête, se les poser avant de se lancer peut-être dans la courte durée ou en tout cas, on est ramené par la réalité et à se rendre compte de ça. Euh, c'est assez intéressant parce que tu vois, je vais faire le parallèle. Moi, ça fait 5 ans que j'exploite des biens là en courte durée. Et tu parles par exemple du Futuroscope. Et c'est vraiment le cas typique. Beaucoup de personnes vont dire, tiens, courte durée, Poitiers, Futuroscope. Allez, à Poitiers, c'est un peu la campagne. Il n'y a pas grand-chose d'autre. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, Bordeaux, vraiment les grosses villes touristiques. Ça reste une ville à taille moyenne, mis à part les étudiants. Il fait très très bon vivre, soit, mais voilà, mis à part le Futuroscope, ça draine pas énormément de monde. Mais comme partout, il y a quand même besoin de travailler, des entreprises qui viennent, du BTP ou d'autres, des séminaires, des conférences, le congrès, un concert, etc. Et donc, il y a quand même du mouvement. Et aujourd'hui, la courte durée, c'est quand même démocratisé. Et pour répondre à une demande qui est cette population en mouvement de plus en plus fréquemment et en éternel mouvement. C'est vrai, on est tous amenés à prendre le train et faire un week-end ici, à traverser la France quand on va en vacances, on fait une petite nuit, une petite halte, etc. Et donc pour te répondre, moi je réponds, j'ai cette chance d'être d'une part dans la ville bien placée vraiment à proximité immédiate de la gare et en plus avec du stationnement possible. Euh, et donc, sur la population, c'est vraiment un mixte de tout. Et donc, je vais avoir des personnes qui vont au Futuroscope, et notamment pendant les vacances, les périodes de vacances scolaires, ou alors, comme là, on rentre dans la période du printemps, etc., il fait beau, les week-ends et vacances scolaires. Donc là, j'ai énormément de personnes qui viennent par rapport au Futuroscope. Donc ça, c'est cool. Mais pendant la période Covid, où c'était un petit peu tout fermé, etc., que le Futuroscope a fermé, et d'ailleurs, il ferme même en période hivernale pendant un mois, 2 mois chaque année. Le fait d'être positionné comme ça, j'ai également des couples qui veulent juste passer un petit week-end, une petite soirée, un petit moment ensemble, des entreprises, des voyageurs sur un des logements. J'ai d'ailleurs là signé un partenariat avec une boîte qui s'installe
sur une durée un petit peu plus longue, de 3 mois et avec un très 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 bon contrat. Et donc ça me sécurise aussi un revenu très très conséquent sur 3 mois, etc. Donc des professionnels qui viennent, là en l'occurrence du bâtiment, des familles qui traversent la France pendant les périodes des week-ends, des ponts ou hivernales, enfin estivales, que ce soit hivernal ou alors estival, mais pendant les périodes de vacances. Donc quelqu'un qui part du nord, qui veut se rendre au sud, Poitiers, on est un petit peu entre deux, il fait une petite halte. Donc ça, et puis des personnes qui viennent, il y a aussi des touristes qui viennent spontanément aussi à Poitiers. Donc voilà. Donc j'ai cette chance de cibler une clientèle vraiment assez vaste, assez large, Mm. et donc je n'ai pas été pénalisé, et ça me permet d'avoir tout le temps un flux de voyageurs assez constant et récurrent, et qui m'offre une certaine stabilité, quoi. D'accord, c'est vraiment intéressant effectivement parce que ça te crée une résilience sur ton activité de location courte durée. Moi, j'aurais pas été tranquille que ça soit dépendant effectivement du futuroscope, de sa capacité à rester ouvert. On ne sait jamais ce qui peut arriver et de tabler uniquement là-dessus. En plus de ça, sur plusieurs biens, voilà, c'est quelque chose avec lequel j'aurais pas été à l'aise. Donc, en l'occurrence, le fait de pouvoir viser comme ça des typologies de public avec des besoins qui sont quand même différents, bon ben clairement, voilà, ça assure une résilience d'un point de vue de cette activité. Donc merci encore une fois du. Ouais, ça Vas-y. sécurise, et on a l'esprit tranquille, etc. Encore une fois, la période Covid, j'ai vu énormément de personnes. Tu sais, le Futuroscope, il est situé à Mm. 10 km de Poitiers. Il est sur la commune de Chasseneuil. C'est la commune, une des communes juste à côté, à 10 minutes, 10 kilomètres. Mais quand il a vraiment fermé pendant le Covid, toutes les courtes durées qui sont sur cette commune de Chasseneuil, qui sont exclusivement liées pour le coup à l'attractivité du Futuroscope, eux, ils ont fait vraiment zéro pendant 6 mois, etc., etc. Et donc c'est vrai que ça fait mal. Après, faut pas forcément, je pense non plus, s'interdire euh, de se lancer, de développer un business axé sur la courte durée. Si on vise exclusivement un site touristique, pourquoi pas, ou même ça peut être une centrale nucléaire qui draine du monde avec des voyageurs qui viennent, enfin des voyageurs, des professionnels qui viennent pour des missions de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il y a un renouvellement, etc. J'ai mon frère qui est euh, sur, euh, sur la commune de Chauvigny, à quelques kilomètres de Poitiers, et à côté, sur la commune de Civaux, il y a une centrale nucléaire. Et c'est vrai que ça draine énormément de monde. C'est le trou paumé du monde, mais ça draine. Et donc pourquoi pas le faire? Parce que la courte durée, malgré tout, il y a quand même un des gros avantages. Excuse-moi si c'était peut-être dans ta programmation, je devance peut-être un petit peu le fil, mais un des gros, 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 gros avantages de la courte durée, pour moi, de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dedans, euh, si tu as l'envie, j'ai envie de dire, fais-le pour plusieurs raisons. D'une part, parce que bah, dès lors qu'on a des envies vraiment d'entreprendre, bah, faut pas se mettre de frein, faut y aller, faut tester. Mais il y a cette facilité, la courte durée, vu qu'on n'est pas lié comme la location classique avec un bail, c'est facile, si ça ne marche pas pour X raisons, de rebasculer sur un autre mode de location. Je te reprends l'exemple à l'inverse pour mes colocations. J'ai testé la courte durée. Pour X raisons, si ça ne fonctionnait pas, j'aurais pu le remettre en colocation ou même en location nue. Parce qu'on n'est pas soumis à des contrats, on n'est pas engagé sur un bail potentiellement long terme, euh, où on s'engage pour 1 an, voire 3 ans avec des locataires. Et là, on peut rien faire que de respecter le bail et d'attendre avec les préavis qui vont bien, etc., pour reprendre la main sur son bien. Donc ça, c'est un des avantages de la courte durée, c'est qu'on peut le tester. On peut le tester facilement. Ça nécessite d'une, meubler le bien, de faire ce qu'il faut d'un point de vue administratif, les demandes, etc., auprès des organismes, la mairie, etc., etc. Ça implique une fiscalité du fait qu'on soit meublé. Donc attention, si on est en société, etc., etc., de ne pas faire n'importe quoi, notamment pour les CI à l'IR. Mais au moins, on peut le tester facilement. Donc n'hésitez pas, c'est sûr que, à mon sens, c'est intéressant d'avoir une population cible qui est très très variée, comme tu dis, ça offre une résilience. Mais pourquoi pas pour les plus fous d'entre vous de le tester si vous avez un gros gros point économique qui draine énormément de personnes, pourquoi pas le tester également, quoi. Oui, c'est toujours une histoire de stratégie, hein. Effectivement, tu fais bien de le souligner, hein, l'objet, quand je parlais de résilience,
Mais ça n'empêche pas, pourquoi pas, si c'est assumé, de se dire, ok, ben je tire un maximum de rentabilité en me positionnant uniquement sur un secteur de niche où je sais que, eh ben, il peut y avoir aussi une fragilité sur certains points. Si c'est assumé et que l'on met en place des plans de secours, on va dire, par rapport à ça, absolument, pourquoi pas. Mhm. Après, c'est moi, d'un point de vue résilience, et dans ma manière de voir les choses, et c'est très personnel encore une fois, c'est pas quelque chose avec lequel je serais à l'aise, mais voilà, encore une fois, on fait les choses. L'important, c'est de faire les choses en responsabilité et en conscience, clairement. Exactement, exactement. Et pour insister un petit peu Donc, sur ce point et donner un petit exemple, tu sais, par exemple, quelqu'un qui pourrait faire quelque chose vraiment en campagne où il y a un pôle économique, mais se baser sur de la location peut-être classique qui offre déjà potentiellement des rentabilités en campagne plus élevées. On achète les biens, ils sont vraiment pas chers, etc. S'il y a vraiment au pire une demande locative classique et qu'on est sûr de louer son bien et qu'on fait ses calculs, etc. par rapport à ça, que ça rentre. Donc on sait qu'on va faire la location classique, on a un rendement, je sais pas moi, de 15%, disons, parce qu'on est en campagne. Donc pourquoi pas, on sait qu'on est sécurisé, on va avoir un cash flow positif, etc., etc. Ça rentre dans notre stratégie, très bien. Ben, à ce moment-là, une fois qu'on a coché toutes ces cases de sécurité, pourquoi pas s'essayer à de la location courte durée pour, comme tu le dis, maximiser son rendement, quoi. Mais par contre, ça serait dangereux à l'inverse de tout miser dessus et qu'on soit dépendant vraiment de la réussite de ce mode d'exploitation. Et là, ça deviendrait dangereux, en effet. Ouais. ouais, je suis pleinement d'accord. Donc, est-ce que toi, tu as une certaine saisonnalité avec des pics en fonction des périodes, même potentiellement, est-ce que tu as des périodes où tu dis, ben, je ne mets pas les biens ou une partie des biens à la location parce que le coût versus rendement ou même le temps que ça te prend, hein. J'inclus dans le coût aussi la charge mentale, le temps que ça peut prendre, l'argent que ça coûte, n'est pas intéressant. Est-ce que toi, tu as ce type de problématique ou en tout cas de variables à intégrer? Oui, bah alors le recul que j'en ai en tout cas pour ma part sur mon activité depuis ces 5 années, c'est sûr qu'il y a quand même une saisonnalité en termes de volume, de taux de remplissage et de chiffre d'affaires. Typiquement, les vacances scolaires en général sont énormément bien remplies et avec une stratégie de ce qu'on appelle le yield management, où on cible des périodes données, on ajuste les tarifs en fonction. Euh, ben, un taux de remplissage full plus un tarif élevé, forcément, ça va faire plus de chiffres sur ces périodes, versus, par exemple, le mois de janvier, etc., où c'est un petit peu plus plat, décembre, novembre, décembre, hors vacances de Noël, où c'est un petit peu plus plat, ben, il y a un taux de remplissage un peu moins, avec des tarifs potentiellement un peu moins élevés, donc un peu moins de chiffres. Et donc, on voit sur l'année, sur la totalité du chiffre, oui, il y a quand même des variables. Pour ce qui est de ma stratégie, moi, je laisse toute l'année en courte durée. Par contre, ça peut être intéressant pour ceux qui font, par exemple, de la colocation ou alors qui font de la location de studio à des étudiants, etc. Pourquoi pas trouver le mix comme ça de louer en meublé classique l'année et de l'exploiter en courte durée l'été. Après, c'est une stratégie et c'est purement personnel. euh, ça peut être intéressant, mais si tu fais de la courte durée, ça va être un peu plus chronophage, de demander un peu plus d'énergie. Si tu le fais l'été, que ça fonctionne, pourquoi pas continuer et le développer tout au long de l'année, parce que potentiellement, on peut quand même aller chercher des voyageurs, des visiteurs hors période de vacances scolaires. Donc, vu que le rendement est plus intéressant, si on sait le faire pendant 3 mois pendant l'été, ben, je pense qu'on a la possibilité de le faire un petit peu tout du long, et donc pourquoi s'en priver, quoi. Après, c'est encore une fois, tout dépend à chacun, mais ça peut se faire, ça peut se faire aussi comme ça, quoi. Mm. Ok. Euh, alors, il y a des choses un peu qui bougent au niveau de la courte durée hein, depuis quelques années. Il y en a certains qui sont vent debout sur cet aspect-là. On voit que j'ai vu popper des choses dans les médias et pourtant je les suis très peu, mais il m'arrive quand même de voir passer des choses, notamment sur Twitter. Est-ce que tu as soumis à des soucis de législation, de limites en termes de durée de location sur Poitiers? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu es confronté et comment tu gères ça? Exactement, donc ouais, la courte durée, encore une fois, c'est top, mais ça nécessite une petite part d'administratif un petit peu supérieure au reste, ou même à la location meublée dite classique.
Euh, c'est pas des grands freins, hein. Il n'y a pas grand-chose en soi, mais quand même un petit peu, faut déjà demander l'autorisation à la mairie de pouvoir exploiter. Et là, c'est vraiment chaque commune qui régit, qui fait ses propres règles. Euh, à Paris, je crois que tu dois le faire et tu dois être professionnel et tu as même une taxe Mm. pour pouvoir exploiter, etc. À Poitiers, pour l'instant, et même depuis le changement de municipalité, ça n'a absolument pas changé. Pour l'instant, les vannes ont été grandes ouvertes jusqu'à présent. Il suffit de faire la demande, tu as l'autorisation assez facilement. Ils sont dans une politique de développement de la ville, touristique, etc. Et donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas ces freins, ou alors ils n'ont pas pris la mesure peut-être du danger potentiel, que ce soit pour la politique du logement d'une façon générale ou versus euh, la, le secteur hôtelier, etc. Donc pour l'instant, on va dire, c'est assez open à Poitiers. Je pense que comme dans beaucoup d'autres villes, ça va bouger parce que c'est vrai qu'à titre personnel, on le voit quand même, une concurrence qui s'est quand même bien accrue sur ces 5 dernières années, avec une offre vraiment quasi pléthorique aujourd'hui, et donc qui n'est pas sans conséquence. Et on peut comprendre, c'est vrai que quelqu'un qui souhaite se lancer là-dedans et voit certaines communes peut-être mettre des barrières à l'entrée pour avoir le truc peut être un petit peu dégoûté, mais après ça peut se comprendre sur des politiques de la ville, parce que derrière, pour se loger, pour loger les habitants, etc., ce sont peut-être autant de logements qui sont plus disponibles en location normale. Il y a aussi une politique, potentiellement, ça va faire augmenter les tarifications d'une façon générale. Il y a la concurrence avec le secteur hôtelier, donc il faut peut-être avoir tout ça en tête. Mais donc ça, c'est pour les points, on va dire, un peu plus négatifs. Après, sur les points beaucoup plus positifs, ça développe sur le tourisme, ça répond à une vraie demande, on est bien content quand on a besoin de se loger, de trouver un logement potentiellement pour nous accueillir, etc. Quelques raisons que ce soit. Donc voilà. Mais sur Poitiers, pour te répondre, non, c'est assez ouvert. Donc il y a cette demande à faire à la commune, et puis après, il y a la gestion de la taxe de séjour également. Euh, Parce que anciennement, donc quand on faisait de la location classique, on avait donc la taxe d'habitation qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais pour les locations courte durée, il n'y a pas de taxe d'habitation, parce que sinon, imaginons que le voyageur qui prend une nuit au 31 décembre, 1er janvier, supporte 100% de la taxe d'habitation, ça serait impossible à imaginer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de taxe de séjour. C'est pour compenser un petit peu, et ça, c'est la commune qui le gère. Donc c'est pareil, il faut se rapprocher d'eux un petit peu pour faire les démarches, mais quand on exploite sur les plateformes Airbnb et Booking, souvent, dans 95% du temps, eux font les démarches et il n'y a rien à faire, quoi. C'est simplement si on exploite en direct. Donc voilà pour la partie un peu réglementation sur la commune, etc. Donc en vrai, c'est quand même assez simple, d'autant plus que si on fait de la location courte durée, bien souvent on va être, donc on exploite en meublé, donc si on le fait, on va être accompagné d'un comptable, on va souvent être en frais réels, même s'il y a d'autres statuts. Et donc, si on est accompagné par le comptable, lui aussi peut nous aiguiller pour faire ces démarches, etc., qui sont vraiment pas très très compliquées, quoi. Ok, donc alors ça, on va y revenir effectivement sur l'aspect organisation comptable et fiscalité associée. Donc écoute, c'est top qu'aujourd'hui, du côté de Poitiers, il n'y ait pas de limite à ce niveau-là. À noter d'ailleurs qu'au 1er janvier, parce que moi j'ai déployé de la courte durée sur une maison que je possède en France, Ouais, et au 1er janvier 2023, il y a maintenant l'obligation pour les propriétaires de dire qui occupe quoi et quelle est la destination du logement. C'est une déclaration obligatoire à faire maintenant chaque année. Je l'ai fait il y a quelques jours de mon côté. Et là-dessus, pour échapper d'ailleurs à la taxe d'habitation, euh, alors moi j'ai un contrat de conciergerie, mais il faut, alors petite note hein, pour ceux que ça intéresse, il faut que dans le contrat de conciergerie, eh bien, il faut pas utiliser d'un point de vue personnel l'habitation en question, et qui est dans le contrat de conciergerie quelque chose qui justement disent clairement que vous n'avez pas la possibilité d'exploiter ce logement d'un point de vue perso pour pouvoir être exonéré de cette taxe d'habitation, sinon vous devez la payer. exactement, Est-ce parce que je que disais qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, mais il y en a encore sur les résidences secondaires, et donc que tu peux, comme tu le dis, toi, profiter un petit peu, d'y aller un petit peu c'est comme ça? tu veux, et sur les logements vacants également.
Donc pour être Absolument. exonéré, faut justifier. Et tu vois, je savais pas que sur les contrats de conciergerie, parce que j'en utilise pas, je savais pas qu'il y avait ces petites cases, etc. Et c'est ouais, en effet une bonne astuce pour éviter d'être relancé tous les ans par le service des impôts et de dire qu'on doit une taxe d'habitation qu'au final on ne doit pas, quoi. Et ça peut vite représenter des sommes 1000, 1500, 2000 euros Oui. qu'on n'a pas à payer, voire plus en fonction du bien, Mm, mm. et qu'on n'a pas à payer. Donc ça serait dommage de voilà Surtout que je ne serais pas étonné, maintenant que ça touche une partie de la population beaucoup plus restreinte et que ben, si c'est sur de la résidence secondaire, si c'est sur des logements vacants, ce sont des personnes qui aient quand même certains moyens et que c'est tout de suite beaucoup plus simple d'aller augmenter cette partie-là parce que bon ben on le sait bien, hein, c'est pas eux qui vont aller manifester dans les rues et brûler des voitures. Mais bon, voilà, pour la petite parenthèse sur la thématique. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que cette partie-là augmente de manière significative dans les années qui viennent. Est-ce que tu n'es pas inquiet aujourd'hui à la tendance qui me semble monter d'occupation sans droit ni titre sur aussi de la location courte durée? C'est des choses dont j'entends parler. Alors, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est une vraie augmentation, est-ce qu'il y a, je sais pas, un point d'intention qui est créé. J'ai quand même l'impression que c'est une vraie problématique qui est en train de monter. Et voilà, est-ce que ça c'est un sujet auquel tu fais attention? Parce que il y a effectivement des propriétaires qui se retrouvent à ils se mettent en location courte durée et ils ont des gens qui disent ouais, ouais on prend la location courte durée et qui en fait ne partent jamais. Et dans un climat économique où il y a une certaine paupérisation de la population et une classe moyenne qui s'érode plutôt aller vers une classe plus pauvre, eh bien certains peuvent être amenés à soit à certaines extrémités, surtout dans un climat où disons que le propriétaire n'est pas vu comme quelqu'un de gentil dans le narratif global. Euh, voilà. Et comment tu gères est-ce que tu as un stress par rapport à ça? Et si oui, comment tu le gères? Est-ce que potentiellement tu as mis des choses en place pour t'en protéger au maximum? Et ouais, alors excellente question. Et alors, à titre perso, je ressens pas du tout ça aujourd'hui, même Ok. si j'ai vu passer des articles et des choses, tu sais, sur le téléphone, la Google Actualité, etc. Et, et pour prolonger un petit peu ton sentiment, par contre, moi je le ressens absolument pas. Par contre, ça m'étonnerait pas que ça soit vraiment en réelle augmentation, ces phénomènes, du part, comme tu dis, la paupérisation de la population, etc., les vrais problèmes de pauvreté qu'on a. Et donc, ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit en réelle augmentation. Maintenant, comme tu le dis, c'est difficile d'avoir de réelles stats là-dessus. Je pense pas qu'on ait de recul, je pense pas qu'il y ait un organisme qui soit penché sur ce sujet. Mais, euh, mais oui, oui, il y a toujours eu des squats sur même les locations classiques, etc. Des personnes qui ne payaient plus le loyer et qui restaient, ou alors qui allaient squatter des biens volontairement. Donc, donc là-dessus, c'est vrai que ça peut être également problématique. Après, si moi j'en ai peur, non, pour d'une part, comme on dit, et j'aime bien dire, la peur n'évite pas le danger. Donc, si on commence à avoir peur de ça, on peut avoir peur que il y a un incendie dans l'immeuble, que je sois pas couvert, que on me paye pas, qu'il y ait une fuite d'eau, qui est, enfin bref. Et donc non, j'ai pas peur parce que voilà, j'ai pas envie d'être et de vivre dans le tracas, mais c'est plus une habitude de vie. Et après, comment s'en prémunir? Je sais pas, je te dirais que déjà, il y a un turnover tout le temps. L'avantage de la courte durée, c'est que le moindre petit pépin, vu qu'il y a, pour ma part, donc une personne qui vient faire l'entretien du logement entre chaque location, qui dure une, deux, trois, quatre, cinq jours, ben, s'il y a, je sais pas moi, quelque chose qui ne va pas, un mur qui est abîmé, un truc qui est cassé, etc., je le sais tout de suite et il y a vraiment cette gestion fine. Donc s'il y a une problématique comme ça de deux personnes qui ne souhaiteraient pas partir, etc., enfin je pense que déjà la personne, moi, la personne en charge de l'entretien, a un petit peu de caractère, etc., déjà ferait en sorte de régler le problème elle-même et après s'il faut intervenir, j'interviendrai. Mais, euh, mais je pense que toujours pareil, si tu fais les choses bien, tu vas être sur une gamme de tarifs déjà un peu plus élevée, tu vas déjà t'attirer une clientèle
peut-être un peu plus sérieuses aussi. Enfin, c'est peut-être des raisonnements basiques, mais ça se retrouve parce que c'est vrai que si tu fais vraiment, par contre, à l'inverse du bas de gamme, où tu peux voir certaines personnes qui louent une chambre sur Airbnb à 25-30 euros, tu te demandes comment ils font pour vivre derrière, etc. Ben, c'est sûr que tu t'attires peut-être plus une population à problème. Malheureusement, c'est une réalité, mais le filtre par l'argent, c'est une réelle vérité. C'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter, mais c'est comme ça, quoi. C'est vrai qu'on s'exonère de pas mal de problèmes d'être classé sur des biens d'une gamme supérieure, hein. Je fais pas du tout de luxe, etc., hein. Je loue vraiment des appartements classiques, hein. C'est notamment dans un ancien hôtel particulier qui a du charme et tout, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus à Versailles, quoi. Mais donc ça, je pense que le filtre de ton positionnement et après, s'il y a des problèmes, dans tous les cas, tu dois gérer au fil de l'eau. Mais non, non, je suis pas inquiet de ça, ouais, à titre perso. Ok, intéressant. Oui, effectivement, clairement, d'une manière générale, l'argent permet de faire un certain tri déjà. Notamment pour ma part, ce que je fais, c'est que je demande une caution. Au-delà de d'ailleurs ce que réclame Airbnb, moi je demande une caution en chèque de plusieurs Mm. milliers d'euros, puisque par rapport aux biens associés. Et j'imagine, en tout cas j'espère, que ça permet aussi de se prémunir, en tout cas de limiter ce genre de problématique. Parce que Exactement, ouais. si tu en viens à euh, ben tu dis ok, ben je vais occuper ce lieu sans droit ni titre, je fais un chèque qui est en bois de plusieurs milliers d'euros. Alors soit tu as les moyens de le payer et tu te dis ok, mais à ce moment-là il y a quand même une dissonance avec cette approche-là de venir et d'occuper un bien. Soit tu ne peux pas et tu t'ouvres à de gros problèmes en fait d'un point de vue bancaire. Vraiment, hein, pour avoir travaillé en travail d'été en banque et d'avoir vu ce genre de choses, c'est tout de suite des tas de choses qui sont, enfin, il y a vraiment des conséquences importantes en termes de capacité à payer, d'avoir un compte bancaire accessible, d'avoir accès à de la liquidité. Et voilà, moi je donne cette astuce, voilà, pour ceux que ça intéresse, alors moi je le mets et je le dis clairement hein, par rapport aux gens qui viennent en location courte durée, et ça me semble un moyen qui n'est pas mauvais pour limiter ce risque-là. Si, c'est super important ce que tu Euh, dis. Et je rebondis, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais enfin, pour moi, ça allait de soi en fait. Mais c'est bien d'inciter dessus, de mettre en place cette caution. Je le fais également à travers une empreinte bancaire. Alors, je le fais pas en gestion par chèque comme ok. tu peux le faire, parce que ça serait trop contraignant. On pourra en discuter un petit peu. Mais après, toi, tu gères des locations de plus longue durée, entre guillemets, à la semaine ou toutes les 2 semaines, donc t'as un peu moins c'est un peu plus simple et tu vises une autre clientèle. Mais oui, oui, de mettre en place une caution, parce que c'est vrai que quand on met en location, souvent sur les plateformes Airbnb, Booking et ou en direct, en tout cas sur les plateformes, c'est pas mis, enfin, de base, tout le monde loue sans donner de caution à quiconque. Et Mm. donc, c'est super free. Et le fait de mettre cette caution, bah, ça fait une barrière tout de suite d'une des personnes qui pourraient squatter, comme tu le dis, mais même des personnes qui pourraient juste venir pour faire la fête. Ils louent à deux alors qu'ils sont à 10 dans le logement, de venir Oui. fumer dedans, la fête avec l'alcool, tout saccager, repartir dans le lendemain, et la tornade est passée, merci, au revoir, on ne peut pas se retourner. Donc ça permet de faire un fil de d'une, se prémunir, d'éviter ça, parce que les personnes, dès lors qu'ils vont voir qu'il y a une caution à mettre en place, etc., qui sont mal intentionnés, ah ben non, demi-tour, droite, je n'y vais pas. Et moi, en toute honnêteté, hein, je préfère louer 5 000 moins, mais m'éviter les problèmes, hein. Enfin, il y a pas de débat là-dessus. Et en plus, quand bien même il y aurait quelque chose qui se passe mal, etc., ben, il y a quand même la caution pour prendre et pour atténuer un petit peu. Et ça permet de trouver les solutions. Voilà, si tu mets 200, 300, 500 euros de caution en place, ben, ça te permet de pallier déjà un petit peu, d'amortir, quoi. Donc, tu as le filtre à l'entrée, Mm. les personnes mal intentionnées ne viennent pas, et quand bien même il y a un petit couac, ben, ça te permet de faire face tout parti, quoi. Donc, c'est primordial en effet. Parce que les deux points de la courte durée, c'est une vraie machine à cash, et on va peut-être pouvoir parler de chiffres, pourquoi le faire, la courte durée, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être une belle machine à cash.
Mais les deux contraintes, ça va être vraiment la gestion, on va dire l'organisation, la gestion de l'entretien, du linge, réception des voyageurs, etc. Cette phase un peu plus chronophage en termes d'engagement, de travail, hein. C'est pas comme de la location longue durée où on est peinard, il y a trop rien à faire. Et après, c'est de comment se prémunir des tracas qu'on peut avoir, quoi. Une fois qu'on a réglé ça, on est tranquille et là, on peut passer du bon temps, quoi. Alors justement, on va passer sur la partie gestion, organisation. Comment toi tu es organisé pour déployer la courte durée? Alors tu as déjà évoqué le fait d'avoir quelqu'un qui va faire le nettoyage en entrée en sortie. Il y en a certains qui le font par eux-mêmes, hein. Mm. Et voilà, jusqu'à quel niveau de délégation tu es allé sur la gestion de ton parc de courte durée? Et comment tu t'organises aussi d'un point de vue suivi? Et c'est là, ça va être l'occasion eh bien, nous partager ce que tu as mis en place. Et d'ailleurs, je te remercie, tu vas nous partager aussi les chiffres qui sont associés. Et c'est tout à ton honneur, cette transparence, c'est très apprécié ben, voilà, pour les personnes qui nous suivent. Euh, donc comment ça fonctionne au quotidien, au jour le jour, l'organisation, et ça peut être d'ailleurs intéressant si tu vois, si tu peux nous communiquer sur le temps que ça te prend maintenant que c'est mis en place. Yes, mais c'est très très intéressant et là on va vraiment toucher le cœur, les points clés à mon sens, une bonne gestion en courte durée. Parce que les grosses différences, ça va être ce temps à répondre aux clients, à mettre en place, parce qu'une fois qu'on a mis l'annonce, etc., faut bien recevoir le client, faut bien aller faire le lit, nettoyer, etc., pour pouvoir accueillir le suivant. Potentiellement tous les jours, tous les 2 jours, à voir en fonction comment on loue. Donc ça peut vite représenter énormément de travail, d'autant plus si on a Mm. plusieurs logements. Donc comment faire? Moi, j'ai mis en place ça quand j'étais encore salarié, en étant à Lille, donc à plus de 600 bornes, et je l'ai développé volontairement en étant loin pour être obligé de ne pas avoir à intervenir d'un point de vue opérationnel sur l'entretien, le ménage, etc. Parce que autant sur tout ce qui est la partie travaux, tout ça, moi ça me donne des boutons, j'aime pas ça, et donc de déléguer, pour moi c'est facile. Par contre, la partie entretien, ménage, aller nettoyer un toilette, faire un lit, ça me dérangeait pas. J'ai fait ça au travers mon taf de pompier, etc., régulièrement, et donc ça me dérangeait pas en soi. Et je sais que si j'avais été proche, j'aurais peut-être été obligé d'un moment donné de le faire. Je me serais laissé aspirer à faire ce boulot. Donc le fait d'avoir mis ça en place à distance, j'étais obligé que de trouver des solutions. Donc tout de suite, je me suis entouré de personnes en charge de l'entretien. Et donc là, c'est vraiment le point clé, c'est de trouver une ou des personnes de confiance pour pouvoir gérer ça. Parce qu'il y a plusieurs options. Soit on le fait soi-même, soit on délègue à une personne qui va faire le ménage, une autre qui va potentiellement s'occuper du linge, ou alors carrément le full à une conciergerie, avec des coûts qui vont être différents à chaque fois, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé cette personne de confiance qui me gérait et l'entretien et le linge à chaque roulement. Et donc, au niveau de délégation, c'était simplement ça, mais qui représente, je te dirais, je sais pas moi, 80-90% du boulot. Et moi, je m'occupe de la gestion administrative, publication des annonces, réponse des voyageurs, et puis gestion avec les différents voyageurs au cours du séjour, quoi, si besoin. C'est une partie que j'ai envie de déléguer aussi prochainement, peut-être à terme, pour pouvoir scaler encore un peu plus le business. Voilà, donc si d'ailleurs j'en profite, je lance une bouteille à la mer, hein, s'il y a des personnes dans ton audience qui sont assez rigoureuses, qui connaissent un petit peu les channel managers, etc. Et voilà, souhaiterais gérer voilà, un petit business, pourquoi pas en discuter. Mais blague à part, voilà ce que je gère aujourd'hui et ce que je délègue, quoi. Donc la partie ménage, entretien et là, c'est très très important de trouver une personne de confiance qui soit d'une disponible, parce que des fois, ça peut être des réservations, dans mon cas, de la veille pour le lendemain, une nuit, et qui soient disponibles, consciencieuses, rigoureuses, qui disent d'entrée de jeu s'il y a un problème qu'il faut intervenir, je sais pas, il y a un problème de chasse d'eau, il y a un truc qui est cassé, il manque telle ou telle affaire, bon bref, donc quelqu'un qui soit vraiment de confiance et qui percute, quoi. Ok, intéressant. Donc là, pour l'instant, effectivement, alors j'aime beaucoup l'approche de
C'est quelque chose que je dis parfois, nécessité fait loi. Si effectivement t'as pas le choix, bah de toute façon t'as pas le choix et tu te forces à t'organiser. Tu as instauré tes propres règles et tu te forces du coup à les suivre avec juste la possibilité de faire autrement. Je trouve ça très pertinent. J'ai déjà exploité cette méthode plusieurs fois. Donc pour l'instant pas de conciergerie, mais tu réfléchis effectivement pour aller plus loin déléguer et pour pouvoir déployer davantage de logements. Puisqu'après, le goulot d'étranglement, on le sait, hein, c'est Mm. soi-même et c'est le temps qu'on peut y consacrer. Est-ce que tu peux du coup nous partager ton fichier de suivi par Ouais. rapport voilà, aux différents logements que tu as déployés, voilà la manière dont tu gères ça en fait concrètement sur le papier, alors, sur le papier, c'est du fichier Excel, mais en tout cas vous m'aurez compris. Ouais, avec grand plaisir. Et juste pour finir de répondre à ta question précédente, et donc en termes de temps, qu'est-ce que ça me prend concrètement aujourd'hui? Euh, Allez, une fois par semaine, c'est moi, je vais faire des petites courses pour alimenter. Tu sais, j'offre un petit chocolat, le café, etc. Faire les provisions. Donc, c'est sur ma route. Ça me prend 1 heure de temps pour aller faire les courses, déposer. Et j'ai les stocks. Et puis après, la personne en charge d'entretien fait tout comme il faut. Donc, ça, 1 heure par semaine. Et puis après, des coups de fil des clients qui souvent n'ont pas reçu le message booking, n'ont pas vu leur mail, etc. Donc, ils t'appellent directement pour avoir l'accès. Ça dure 2 minutes au téléphone, répondre au truc. Allez, en 4 4 heures par semaine, mais encore, je suis vraiment très très large. Allez, ça comprend les incidents, etc. Voilà. Par contre, ça peut être un coup de fil un samedi soir à 22 heures, quoi. C'est assez, faut être assez disponible, assez flexible. Ça me dérange pas en soi. J'ai pris le parti pris et puis, enfin, déjà, enfin, d'une part, j'ai toujours travaillé et le week-end et les jours fériés, etc. Donc ça me dérange pas du tout. Mais et puis ça peut se faire à distance, donc c'est assez simple à gérer. Mais voilà un petit peu pour te donner un ordre d'idée en termes d'investissement. Ouais. Concernant Super. concernant hop, le petit dossier, le petit fichier, ouais, donc ça c'est intéressant. Je rappelle, hein, vous avez le lien qui est disponible en description et en commentaire épinglé si vous voulez le récupérer. Alors c'est un petit fichier que j'ai mis en place cette année parce que du coup on a forcément, je travaille avec un comptable qui fait le bilan tous les ans, etc. Donc je sais quel chiffre j'ai fait, quelle charge j'ai eu, etc., etc. Mais pour aller un petit peu plus loin, je me suis amusé. Donc, j'utilise aussi ce qu'on appelle un channel manager. On en discutera peut-être après pour optimiser, coordonner tout ça. Un quoi? Un Pardon, channel un quoi? manager. Un channel manager, D'accord. c'est un outil qui permet de synchroniser les différentes plateformes, d'automatiser les messages, la communication, Oui. etc. Et Ok. ce qui me permet d'avoir des rapports détaillés par rapport au chiffre d'affaires, etc., le nombre de nuits louées. Et donc, par rapport à ça, j'ai pu extraire ces données de mon channel manager pour les mettre en forme de façon un peu plus sympa sur ce petit document. Euh, donc aujourd'hui, moi j'ai 6 logements, même 7, mais il y en a 5 là qui sont référencés ici. Euh, et donc, en exportant toutes ces données de mon channel manager, donc j'ai mis le nombre de nuits qui étaient dispo. Donc là, l'an dernier, j'avais 2 logements à plein temps et 3 autres qui sont lancés en cours d'année, dont les colocations, comme je vous avais dit. Donc le nombre de nuits qui étaient dispo, le nombre de nuits qui ont été louées sur toutes ces nuits, ce qui me fait le pourcentage, le taux de remplissage à l'année ici. Le chiffre d'affaires global, et donc avec les ratios, donc j'ai fait les petites formules, le prix moyen par nuit. Donc on voit forcément sur mes petits studios T2, on a un chiffre d'affaires par nuit grosso modo de entre 70 et 80 euros. Et sur les colocations, on tourne entre 130 et 140 euros. Forcément, je vise un public, ce sont des logements plus grands, jusqu'à 8 personnes, etc. Donc j'ai une politique tarifaire différente. Ce qui me fait un chiffre d'affaires moyen par mois entre 1700 et jusqu'à même 2700 euros par mois pour les logements. Donc on peut bien voir que pour un studio qui serait loué 300 euros, 400 euros, ou alors un T2 à 400-500 euros, on fait quasiment du x4, x5. Donc c'est intéressant en termes de chiffres. Après, il y a des charges derrière supplémentaires, bien entendu, mais c'est quand même intéressant. Et sur ce petit document,
c'est pareil. Après, donc, moi, j'exploite un petit peu en direct. J'exploite via Booking et via Airbnb. Et donc, j'ai exporté toutes ces données pour pouvoir les extrapoler. Et donc, ça me donne mon taux de remplissage. Ça me donne les différentes réservations via les canaux de réservation. On peut voir là, par exemple, que Booking représente la majorité de mes réservations sur ces 3 logements. Sur ces 2 autres, c'est plutôt Airbnb et que en direct, j'oscille entre 11 et 30%, ce qui n'est pas rien parce que en direct, et puis on reviendra pourquoi l'exploiter en direct et comment faire si tu veux, Cédric, si ça peut intéresser ton audience. Mais il faut savoir que Booking Airbnb, à chaque location, ils prennent 17 à 18% de commission. Donc, chaque Hmm. réservation en direct, c'est C'est pas autant, anodin. c'est pas anodin. Dans mon cas, ça représente sur l'an dernier quasiment 10 000 euros, tu vois. Donc, on est quasiment un petit SMIC que j'ai offert à Booking Airbnb. Je préférerais autant exploiter en direct pour pouvoir encore même mieux rémunérer personnes en charge de l'entretien qui me font tout le boulot pour pouvoir les garder, etc. Et tu vois, partager comme ça. Donc, au plus on exploite en direct, voilà. Ça me donne le petit camembert également avec le prix par nuit en moyenne par appartement, etc., etc. Et cetera. Et puis le chiffre d'affaires par appartement. Alors là, c'est pas forcément très très révélateur parce que en effet, vu que j'ai des appartements qui sont rentrés en cours d'année, euh, mais on peut voir donc j'ai fait un chiffre à 66 000 € juste pour la courte durée. Après, il y avait les colocations en plus qui sont pas renseignées dedans, puis la location nue mais juste sur la courte durée. Et en prenant ces chiffres-là, donc ces mêmes bases, sur une année d'exploitation complète, chose qui n'était pas le cas l'an dernier, avec 6 logements, je peux même mettre un septième sur quelques mois qui est en vente, mais disons 6 logements pleins. Si je prends le même taux de remplissage à 78% avec le même prix moyen par nuit à 84 euros, mon objectif va être entre 140 et 150 000 euros. On peut le voir ici. Et si je me challenge un petit peu et je me dis, tiens, allez, je change un petit peu, j'axe vraiment pour remplir un peu plus et louer un peu mieux, je change 2 variables, ben, tout de suite, ben, j'ai déjà gagné quasiment 15 000 euros. Et ben, sur une Hmm. moyenne comme ça avec 6 logements, on peut voir que des petits détails, des petits changements, de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, on peut voir tout de suite que ça peut avoir des conséquences qui sont quand même significatives sur le chiffre d'affaires. Et là, on est simplement sur 6 logements. Quelqu'un qui a peut-être un parc plus important, il travaille avec 10, ben, tout de suite, ça peut faire des sommes ou un chiffre d'affaires assez intéressant. Donc voilà, ça c'est le petit tableau de données assez simpliste, mais qui permet d'avoir une vision et un comparatif après d'année en année pour voir un petit peu et réorienter pour travailler un petit peu mieux et d'exploiter un petit peu mieux de tout ça. Ok, super intéressant. Merci. Sur la partie en direct, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Est-ce que tu as créé ton site en fait? Est-ce que tu mets tes annonces sur Le Bon Coin? Comment tu marches? Alors, Le Bon Coin, je l'avais testé, mais de mon expérience, je le recommande vraiment pas. Après, libre à chacun de faire son expérience, ça coûte rien, mais dans le sens où on attire vraiment plutôt une population qui souhaite, ou toi, tu vois, dans ton cas, vu que tu fais du saisonnier la semaine à la semaine, ça peut être pour le coup pour toi pertinent. Mais quelqu'un qui veut louer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, peut-être un peu moins parce que il y a des personnes qui vont dire, ben non, le prix, c'est pas ça, etc. Et puis pour synchroniser, enfin, c'est un peu une galère. Donc ça dépend sur quel public on cible, mais quelqu'un qui loue à la semaine, pourquoi pas. Quelqu'un qui loue à la nuit, c'est pas forcément pertinent. Donc j'ai mis que sur Airbnb Booking et après en direct. En direct, en effet, j'ai fait un site internet qui est bien référencé. Je me suis référencé sur des mots-clés pertinents. J'ai fait une petite analyse, mais assez succincte avec Keyword Planner, l'outil d'analyse des mots-clés de Google, ce qui est tapé. J'ai tapé dedans nuit, séjour Poitiers, une nuit Poitiers, séjour Poitiers, week-end Poitiers ou dormir à Poitiers, Airbnb Poitiers, etc., etc. Et cetera. Et en faisant cette analyse, moi, ce qui sortait pertinent, c'était appart, hôtel, Poitiers. C'était les mots-clés qui étaient recherchés le plus pertinent, avec un volume à plus de 1 000 recherches par mois, ce qui n'est pas énorme, hein, mais c'était quelque chose qui était quand même
assez pertinent. Et donc, je me suis positionné sur ces mots-clés après cette analyse. Et j'ai fait un site internet qui est d'ailleurs appart-hotel-poitiers.com. Et donc, j'ai mis mes logements dessus, etc. Et avec le Channel Manager, en effet, j'ai pu mettre en place la possibilité de réserver directement sur le site, hein. Tu rentres Hmm. ton nom, ton prénom, tu payes par carte, ça réserve et le petit logiciel bloque la date directement sur Booking, Airbnb, etc. Euh, Le et tu es channel relié. manager que tu exploites, il s'appelle comment? C'est Beds24. Dans mon cas, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Comment ça s'écrit? Amenities, Beds comme le lit, BEDS et 24 attaché. C'est Pet24. Ok. c'est un des channel managers référence sur la courte durée. C'est un peu une usine à gaz assez complexe. Moi, j'avais pris une formation hein, dessus pour vraiment me former, etc. Ce qui m'a fait gagner un temps fou. J'avais dépensé, je crois que c'était 500 euros hein, à l'époque, hein. Mais par contre, ça avait fait gagner un temps fou et en 2 mois de temps, c'était rentabilisé, même pour 2 logements. Euh, Après, aujourd'hui, même sans faire de formation sur Base24, il y a énormément de tutoriels sur YouTube qui sont disponibles, etc., accessibles, qui sont bien faits. Sinon, il y a plein d'autres channel managers, peut-être un peu plus, euh, comment dire, un peu plus charmant, un peu plus beau, un peu plus sympa, Hmm. mais beaucoup moins de fonctions. Bets24, c'est vraiment quelque chose de technique, pointu, qui permet de gérer beaucoup de paramètres. En fait, le channel manager va pouvoir permettre de synchroniser l'ensemble des plateformes entre elles. Quand tu as une réservation, ça bloque le tout. De le faire en direct, d'automatiser la communication avec les voyageurs, les mails, la communication sur la Hmm. messagerie de façon automatique, que ce soit Airbnb, Booking ou en direct, l'encaissement des cautions dans mon cas, euh, le paiement quand c'est en direct, etc., etc. La stratégie de yield management, c'est-à-dire que si tu veux par avance, euh, tu es dans ta ville, tu as, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du Airbnb à Menton, je sais pas pourquoi je parle de ça, il y a la fête du citron, qui est, je sais plus quel week-end, ben, c'est un bel événement, ben, tiens, tu peux dire ce week-end, tu le programmes à l'avance, j'ai mon tarif initial qui est, je sais pas moi, j'ai une bêtise, 100 euros la nuit, ben là je mets 20 ou 30 ou 40 euros, plus cher parce que c'est un gros événement qui draine du monde et je sais que, et donc ça tu le Hmm. paramètres, mais sur ton channel manager et ça s'applique automatiquement et à Booking et à Airbnb et en direct, etc., etc., etc. Ça permet vraiment, c'est la tour de contrôle qui permet de tout faire. Quelqu'un qui ne souhaiterait pas exploiter en direct, c'est pas spécialement nécessaire parce que tu as des passerelles entre Airbnb et Booking qui existent déjà et donc tu n'as pas besoin de mettre en place. Mais je recommande quand même fortement passer 2, 3 logements, d'avoir une stratégie pour une location en direct, ou alors dès lors qu'on peut faire un chiffre d'affaires assez conséquent, je ne sais pas, après chacun jugera, mais assez conséquent dans le sens où ces commissions de 18-19%, si on peut s'en exonérer, c'est quand même pas rien. Donc, Clairement. Ok. Super intéressant. Et justement, en termes au niveau des annonces sur Booking et Airbnb, il y a la concurrence est de plus en plus rude, hein. oui. Et est-ce que tu as fait un travail d'optimisation par rapport aux algorithmes, puisque maintenant il y a vraiment, on va dire, des algorithmes de référencement qui sont déployés sur ces plateformes et on peut optimiser le contenu de l'annonce pour faire en sorte que ça remonte au mieux. Le même genre de pratique que l'on retrouve avec Google notamment. Est-ce que toi, tu as fait un travail à ce niveau-là ou tu as laissé, voilà, pas particulièrement? Alors, pas particulièrement dans le sens où, et c'est pas bien, il faut que je le fasse. J'ai commencé à faire un petit peu, mais faut le pousser. Dans le sens où, en effet, il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui, en tout cas pour ma part, qu'il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, tu n'avais pas besoin, tu mettais ton annonce. De toute manière, c'était loué, même si Mm. tu faisais avec des photos avec ton téléphone pourri contre-jour, pas mis en avant la chambre d'étudiant avec la couette. Avec les éléphants dessus, etc. Enfin, vraiment, le truc, c'était loué, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Il y a une concurrence, mais je pense qu'il est quand même vraiment générale dans l'ensemble des villes de France, hein, provinces ou les grosses villes. Et en effet, il faut sortir du lot. Et c'est en ce sens où je pense que c'est intéressant de se professionnaliser d'une part de faire de la qualité, d'apporter de la valeur,
Maintenant, de ne pas le faire à n'importe quel prix. Et aussi, ça passe par là de trouver des astuces. Et je reviendrai pour le direct aussi comment je l'ai poussé indépendamment du site. Mais Airbnb et Booking, c'est important de se mettre vraiment à fond. D'une part, de soigner les photos d'accroche, etc. C'est des trucs bateaux qu'on entend partout, mais c'est quand même super important parce que c'est la première image qu'on donne, qu'on envoie, et donc ça peut passer par pas mal d'astuces, soit un encadré fluo, soit une belle photo dans le logement, soit quelque chose mis en avant avec une tapisserie un petit peu déco, design, etc. Donc déjà de soigner. Et après, les algorithmes, par exemple, sur Booking, il y a beaucoup de programmes qui se font, les programmes Genius, donc qui s'adressent aux, aux- aux voyageurs qui sont référencés, qui viennent, c'est un peu programme fidélité chez Booking pour la partie voyageurs. Donc, est-ce que pour les voyageurs qui sont Genius, on applique une réduction? Oui, non. Donc, moi, c'est oui. Est-ce que pour les personnes qui réservent via le téléphone portable, via l'application, on fait une réduction? Oui, non. Donc, moi, c'est oui. J'essaye de mettre oui un petit peu à tout ça. Et je pars du principe que mon tarif sera basé sur des personnes qui vont réserver en étant Genius et de par le téléphone. Et donc, je sais que j'ai appliqué une réduction de 10% là, plus 10%. Donc, j'augmente instinctivement mon prix sur Booking par rapport à Airbnb en prenant en compte ces réductions que j'ai appliquées. Si j'ai une base de prix 100 euros la nuit, j'applique la réduction de 10% plus 10%, disons, je vais tomber à 80 euros. Ben, au final, j'ai monté mon prix à 100, 120, 125 euros pour rester sur cette base à 100 euros. Et si après, la Mm. personne n'est ni Genius, réserve pas par le téléphone sur Booking, et qui souhaitent quand même réserver, ben, au mieux, j'aurais gagné 20 euros de plus, quoi. Mais je pars de ce principe pour être mis en avant parce que c'est 80% des personnes qui réservent, et donc un petit peu la loi de Pareto, quoi. Euh, je m'adresse à 90% des personnes qui réservent, donc ça ne m'empêche pas de, de mettre en place ça, et puis j'adapte mon prix en fonction. Et donc je pense qu'en faisant le jeu comme ça des réductions qui sont proposées par Booking, je pense que je suis un peu plus mis en avant. Il faut aussi Intéressant. soigner les commentaires, les notations, forcément, c'est important, etc. Mais ne serait-ce que les commentaires, je réponds à tous les commentaires et le plus rapidement possible. Je suis persuadé que ça, en tout cas, ça fait pas de mal pour l'algorithme. Je ne connais absolument pas, mais je me dis qu'en répondant, c'est comme tu dis, comme sur Google, comme sur tout, dès lors que tu réponds à des commentaires, tu as une interaction, ben, tu es un peu plus mis en avant, il y a de la vie, et donc ça tourne, et donc c'est bon, quoi. Donc de répondre aux commentaires, de répondre aux gens, de détailler les logements, de répondre. Tu sais, quand tu crées ton annonce, tu as des petites notifications dans les panneaux de contrôle, etc. Attention, vos photos sont pas de bonne qualité, ou alors est-ce que vous pouvez mettre le descriptif de ci, de là, d'essayer de répondre le maximum, de donner le maximum d'informations euh, à Booking, et après ça tourne. Euh, Pareil, pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, que ce soit et sur Booking et sur Airbnb, ils proposent les 3 premières nuits ou pendant un mois de proposer une réduction exceptionnelle de 10, 15, 20, 20%, je ne sais plus. Ça, c'est pareil, c'est un boost énorme. Donc, quitte à, pendant cette période, augmenter vos tarifs pour pas être à poil, mais d'anticiper, de prendre Mm. en compte déjà cette augmentation. Mais par contre, il faut y participer. Et sur Airbnb, à chaque fois que j'ai lancé un logement, Airbnb, je louais tout par Airbnb. À chaque fois, en tout cas, chez Airbnb, ça marche énormément pour le lancement. Alors, c'est Intéressant. intéressant parce que ça permet de développer tout de suite des commentaires, des avis potentiellement positifs, etc. Et donc voilà. Pour ce qui est de Excellent. la stratégie en direct, j'en reviens, c'est super important. Tu Alors, utilisais juste, le site, vas-y. juste si je pense qu'on peut enlever le partage d'écran. Comme ça Ouais, ouais, permettra ouais, de bien sûr, remettre ouais. le focus Mm. Hop, sur la discussion. Je t'en prie. Pardon. bien sûr, ouais. Non, non, mais t'as raison. Euh, pour la location en direct, le site internet c'est bien, mais ça serait à la limite pas primordial. Par contre, ce qui est primordial à mon sens, c'est de faire cette analyse de mots-clés et de faire un Google My Business, une fiche, une page Google My Business. Et ça, c'est gratuit, ça demande pas de ressources. Et on peut mettre en place les choses. Et sur cette page Google My Business, on pourrait orienter les gens sur le site de réservation du Channel Manager, etc. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si toi, tu peux peut-être faire l'expérience en live, et ça sera intéressant de le voir, et pour le coup, partager ton écran. Si tu tapes Appart Hôtel Poitiers sur Google, Alors, je vais partager mon écran. Hop. te mettre en navigation privée ou pas, hein. D'ailleurs, je pense que tu ne l'as jamais tapé, tu n'es pas du tout sur le secteur de Poitiers.
Absolument, absolument, oui, je pas du tout sur le secteur. Ok, allez. Mais comme ça, on Donc, va imager vraiment ce qui est pertinent Appart Hôtel et- Poitiers, c'est ça? ouais, Appart Hôtel Poitiers, voilà. Ok. Ah, si c'est bon, j'ai de la chance. Donc là, on voit, enfin de la chance, ça fonctionne quand même. On voit les trois Hmm. premiers liens sont les liens sponsorisés tout en haut de la page. Oui, Sont vraiment les liens sponsorisés, les liens payants, la publicité payante sur Google, sponsorisé, sponsorisé. Et en dessous, on tombe tout de suite sur les trois photos. Non, là, si tu remontes sans ah cliquer là, ici, hop, ah oui, oui, exactement. Et ah là, les oui, trois sont les résultats des pages Google My Business. Et sur le deuxième, tu vois, là, pour le coup, ce sont mes appartements. Et donc, les 80% du trafic en direct viennent sur Google My Business avant de tomber en dessous, comme tu l'as vu, le site internet qui était en dessous. Mais les personnes cliquent d'accord, et vont excellent. dessus. Et donc, si on a quand même Ouais, une bien sûr. politique et on crée cette page, ça coûte rien du tout. C'est en Hmm. 2 secondes et demie, c'est comme créer une page Facebook, quoi. C'est assez rapide et voilà. Et donc, le fait d'être référencé sur des mots-clés pertinents, le trafic de voyageurs viennent là. Et donc, voilà, Hmm. toutes celles et tous ceux qui pourront dire, ah ben non, un site internet, c'est coûteux, j'ai pas les compétences, ça va coûter, etc. Je vous invite à le faire, mais c'est même pas primordial dans un premier temps. Ok. Bah, merci beaucoup pour le tips. Voilà, j'enlève le partage d'écran pour l'audience. Clairement, Voilà. super intéressant. Euh, ok, bon, bah, on a fait bien oui, une heure et quart à peu près d'intervention. Dernière, ultime question, si tu as encore un peu de temps. Ouais, avec plaisir. Comment c'est cette limite? Ok. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes avec le voisinage? Alors, le voisinage, non, dans le sens où sur l'immeuble, l'ensemble est loué en courte durée. J'ai déjà eu des clients qui se sont plaints un petit peu du bruit que certains ont fait. Euh, je t'ai dit tout à l'heure, c'était essentiellement exploité sur un immeuble où j'ai découpé et vendu un appartement. Et en Oui, effet, l'appartement du dernier étage est, est occupé par une dame qui l'a vendu maintenant à un nouveau monsieur, mais des personnes dont c'est la résidence principale. Et d'accord. j'ai pas eu de problème parce que je m'entends très très bien et ils sont des personnes de confiance, etc. Ils sont déjà un peu pleins des défaites ou du bruit que j'ai déjà pu avoir, mais légèrement. Plus pour m'avertir, bah écoute, je me suis permis d'aller sonner à 1 heure du mat parce il y avait la musique, il y avait le truc et j'aurais demandé Hmm. de couper le son. Et donc c'était plus pour me prévenir plutôt que se plaindre parce que la personne est bien. Mais c'est vrai que Ok. ça peut être gênant, en effet. Mais c'était plutôt au début du parcours, le fait d'avoir mis en place cette gestion de caution, je suis quand même beaucoup moins embêté. Même si en D'accord. courte durée, tu peux quand même tomber sur des fêtes, sur des personnes, sur des prostituées aussi. C'est déjà arrivé, ou en tout cas, je soupçonne de. Alors, j'ai pas Hmm. la preuve matérielle, on va dire, mais bon, Bien sûr, c'est il y a- compliqué. voilà. Oui. Et donc, Sauf si tu fais comme certains, il y avait eu comme ça des choses qui avaient défrayé un peu la chronique avec des propriétaires qui mettaient des caméras cachées ouais, dans des appartements. ouais, Ce n'est pourquoi pas pas. du tout une Après, pratique qu'il faut faire. Voilà, c'est très mauvaise idée. Les conséquences derrière peuvent être ouais, désastreux. On peut et- louer sur Paris sans demander l'autorisation, mettre les caméras, mettre le truc, et puis on va se retrouver au final en prison avec je sais pas combien de milliers d'amendes. Donc après, chacun fait comme ouais, il c'est veut, clair. mais comme tu dis, ça Voilà. peut être. Ah non. Bon bah écoute, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as partagée lors de cette intervention sur justement le déploiement de ces locations conduire. C'est toujours passionnant d'avoir des personnes qui l'ont vraiment mis en place et puis en plus de ça avec un niveau comme on l'a vu hein, de chiffre d'affaires qui est quand même assez élevé. Alors il y a quand même un point qu'on n'a pas encore abordé et qui est pourtant pas anodin, c'est la fiscalité. J'ai un Puisque petit là on peu a de vu temps ok. si tu veux, hein, sans problème, hein. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, tu te fais accompagner par un expert comptable là-dessus. J'imagine que tu es en location meublée professionnelle, que tu n'es pas en LMNP forcément, vu le chiffre qui est qui est généré de à peu près 140 à 150 000 euros annuels, ce qui n'est pas voilà anodin. Hein, une fois que l'ensemble
Alors, je ne sais pas si les biens sont en totalité remboursés, je ne sais pas s'il y a des emprunts derrière, etc. Mais en tout cas, si on le prend comme ça, sans aucun emprunt derrière, effectivement, ça fait une très belle rentabilité et des revenus plutôt très confortables. Comment, voilà, le taux d'imposition, est-ce que tu peux, sans forcément dire par rapport aux emprunts, tu restes assez à ta discrétion sur les revenus et la marge que ça génère, mais voilà, qu'est-ce qu'in fine potentiellement te reste après imposition? À minima, si tu peux parler de pourcentage, ça serait génial. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Alors, il y a différents modes de location. La location courte durée rentre dans la case de la location meublée. On peut le faire soit en étant propriétaire en nom propre ou en société. Si on est en société, est-ce qu'on est à l'IS ou à l'IR? Si on est à l'IR, on ne peut pas l'exploiter, sauf dans le cas d'une SARL de famille où on peut faire de l'IR en meublé. Ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Euh, mais bon, c'est pas forcément le débat, mais on va partir du postulat, où moi c'est mon cas, mais que 80% des personnes qui font de la courte durée sont en nom propre, acquisition en nom propre, et donc sont soumis soit sur le statut du LMNP, soit du LMP, qui est encore différent. L'avantage du meublé et de la courte durée pour beaucoup de personnes qui vont faire un bien, deux biens, qui sont salariés à côté, qui ont des revenus à côté, c'est qu'on peut rester sur le coût du LMNP. Pourquoi beaucoup vantent le LMNP? En gros, c'est que on va pouvoir bénéficier de déduction de charges comme un professionnel, comme une entreprise, avec les frais de notaire qui vont être en charge dans le cadre d'une acquisition, et avec notamment l'amortissement du bien, l'amortissement comptable, si on est aux frais réels, tous les mois, tous les ans, on a un amortissement fictif du bien qui nous crée une charge. Et ça, c'est quand même magique dans le sens où dans les sociétés, à l'IS, etc., on bénéficie tout pareil de l'amortissement, sauf qu'on est soumis à la plus-value des professionnels. Et donc, quand on revend, le bénéfice qu'on a eu de l'amortissement d'un point de vue fiscal et comptable tout au long des années, ben, on le repaye à la sortie en étant en société. Sauf que quand on est en LMNP, on bénéficie de cet amortissement tout en restant sur la plus-value des particuliers. Et donc, on n'est pas impacté à la revente euh, par rapport à cet amortissement qu'on a bénéficié. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Les charges, on déduit les charges des professionnels tout en étant sur la fiscalité du particulier qui est plus avantageuse. J'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas forcément ces notions en tête, bien en tête, ça paraît abstrait, à creuser un petit peu parce que il est vraiment là le point de bascule. Sachant qu'on peut également, donc ça, ce sont pour ceux qui sont LMNP au réel, de facto, à moins de, je sais plus, c'est 73 000 euros de chiffre d'affaires, on est considéré comme en étant au forfait, donc on est au microbic, donc on déduit pas de charge, et donc on paye de l'impôt automatiquement. Ce qui est un petit peu dommage, surtout si on est dans les premières années du bien, parce qu'on peut déduire de la charge, etc. Donc, d'une part, se faire accompagner par un comptable. Il y a également la possibilité d'être déclaré meublé de tourisme. C'est une déclaration, c'est une demande à faire à des organismes. Ils viennent, ils étudient le bien, on rentre dans la case, ça coûte 150 euros par logement. On est déclaré meublé de tourisme, donc indépendamment de l'aspect commercial où on peut dire crier haut et fort sur tous les toits, sur son site internet, sur sa façade, qu'on a un meublé de tourisme une, deux ou trois étoiles. Ça permet également d'être sur un autre régime fiscal qui va pouvoir, moi, m'intéresser maintenant que j'ai, on va dire, purgé mes charges et que je vais commencer à être en bénéfice vraiment pas mal, dans le sens où on va avoir une autre imposition qui va être encore plus faible, de l'ordre de 6% sur l'ensemble du chiffre d'affaires versus, grosso modo, ça dépend des régimes, mais entre 30 et 50% du bénéfice. Donc, dans un cas où tu fais, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer, si tu es meublé de tourisme, etc., tu vas payer 6 000 euros. Si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 euros de bénéfices, et que tu payes 45%, tu vas payer 20 000 euros d'impôts. Donc, 6 000 versus 20 000 dans le cas. Donc, c'est à étudier vraiment au cas par cas. Est-ce qu'on est LMNP? Est-ce qu'on est LMP? L'imposition LMP, LMNP, donc tu as réel, pas réel, etc. Tu vas être soumis au régime général, c'est-à-dire que ton
une fois que tu as déduit toutes tes charges, et donc tu en passes plus, comme je t'ai dit, les frais de notaire qu'on n'a pas sur la location nue, par exemple, ça on les a pas, donc là, on peut les mettre, l'amortissement. Donc ça c'est bien, ça fait de la charge supplémentaire. Mais une fois qu'on a fait toutes ces charges, on a le résultat. Donc souvent, dans les premières années, on a un résultat déficitaire. Donc celui qui est au LMNP, s'il a un résultat déficitaire 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne va pas payer d'impôt. Mais si on fait de la courte durée et qu'on fait vraiment du chiffre, on va malgré tout commencer à avoir un résultat bénéficiaire assez rapidement, et c'est souhaitable, hein. C'est souvent bon signe. Euh, et du coup, on va payer de l'impôt. Le LMNP, c'est simple, c'est le résultat, il va tomber dans la tranche marginale d'imposition de chacun. Donc, encore une fois, je Mm. reprends l'exemple, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et un résultat bénéfice de 50 000. On pourrait faire 10 000, 5 000, hein, chacun fait sa, Après, on peut son, être en LMNP avec du 100 000 de chiffre d'affaires à l'année. Il me semblait que c'était capé à un truc autour de 30K, non? Alors, très très bonne question en effet. C'est capé 23 000 euros maximum et, et moins de revenus du foyer fiscal. C'est-à-dire que quelqu'un dont le C'est revenu pas du moins foyer de fiscal, 50% ou 70% des revenus du foyer fiscal, c'est pas une histoire comme ça, non? c'est 100%. En fait, D'accord. si toi et ta compagne, vous gagnez à deux, je dis une bêtise, 50 000 euros à l'année, vos revenus et tous vos revenus, salaire et autres revenus piques, etc., vous êtes à 50 000 euros le foyer fiscal, ben, tu peux, soit si tu fais 45 000 euros de revenus meublés, soit tu es au-dessus des 23 000, mais tu restes en dessous des revenus du foyer fiscal. Par contre, si le foyer Ok. fiscal euh, fait que 15 000 euros, j'en sais rien, à l'année, et que la personne fait 50 000, ben là, il va être au-dessus des 23 000, soit, et au-dessus des revenus du foyer fiscal. Et donc là, il tombe LMP. Moi, c'était mon cas. Juste pour reprendre les chiffres que tu as dit tout à l'heure, les 150 Mm. 000, c'est l'objectif l'an prochain. Moi, de cette année, l'année qui vient de s'écouler, j'étais à 80 000 euros de revenus, les 66 000 de l'allocation courte durée qu'on a vu dans le tableau, plus les colocations. Mais ma compagne ne gagne pas 80 000 euros. Moi, c'est mon travail exclusif. Ne gagnant pas ces 80 000 euros, ben, je suis au-dessus du revenu du foyer fiscal, donc je suis LMP. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, si Et tu en gagnes, LMP, là, en termes de taux d'imposition, t'es à, alors bien, tu déduis un maximum de frais, puisque du coup, il y a quand même tout cette pareil. possibilité, voilà, Oui, de dire, ok, je déduis potentiellement les frais de ménage, les achats divers et variés, les réparations, les interventions des artisans, voilà, s'il les faut, je sais assurances, pas, intérêts moi, d'emprunt, remplacer, tout, ouais, oui. voilà, tout à fait. Et sur ce qui reste, du coup, qui reste conséquent, hein, là, tu as une imposition de quoi? De 30% plus? Alors, sont les cotisations sociales, on n'est plus sur le régime général, sont les cotisations sociales, et c'est vraiment du cas par cas, etc. T'es soumis avec l'URSSAF, c'est eux qui te le calculent, c'est grosso modo 35%. Et après, le reste, déduit de ces 35%, retombe sur ton impôt sur le revenu quand même. Donc, tu as une imposition quand même plus lourde que Mhm. le LMNP. Et avec ce qu'il faut voir aussi, indépendamment du revenu, moi j'aime bien voir ça, c'est vrai que la courte durée, c'est une bonne machine à cash pour faire du revenu, etc., du cash flow qu'on entend, etc. Donc ça, c'est bien. Mais d'un point de vue patrimonial, c'est peut-être quand même autre chose de dire, tiens, j'ai quand même un patrimoine qui se développe et qui potentiellement à la revente va me faire quelque chose de significatif. Et les grosses différences vont se faire là entre les deux statuts, LMNP, LMP, c'est encore une fois, LMNP, tu es sous la plus-value du particulier. Donc au plus tu vas détenir ton bien, au moins tu vas payer de plus-value. Avec les abattements, tu sais, au bout de 20 ans, tu as des abattements, Oui. enfin, au bout de 5 ans et 6 ans, mais à partir de 20 ans et 30 ans, tu as les exonérations totales sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc au bout de 30 ans de détention, tu payes plus rien de plus-value. Et à l'inverse, LMP, c'est un peu comme la SCI à l'IS, où les sociétés, tu es soumis à la plus-value des professionnels. Et là, c'est à l'inverse. Au plus tu vas détenir le bien, au plus tu vas être imposé d'une part, tu as la plus-value, ce qu'on appelle court terme et long terme. Mais en gros, tu vas avoir la plus-value, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, tu peux pas y réchapper, tu n'as pas d'abattement. Et en plus, tu as l'autre plus-value de tous les abattements que tu auras eu tous les ans. Ben, tous les Sur abattements, ils vont. l'amortissement. L'amortissement, oui, exactement. Ben, ça va venir
avoir une plus-value si tu amortis 5 000 euros tous les ans. Au bout de 10 ans, tu auras amorti 50 000 euros. Tu revends au bout de 10 ans, tu auras une plus-value à payer sur ces 50 000 euros de prélèvements sociaux qui ne sont pas Ok. négligeables aussi. Donc, ça va venir, dans un cas, au plus tu détiens, au moins tu payes de plus-value. Et dans l'autre cas, au plus tu détiens, au plus tu payes de plus-value. Même si dans le cas du LMP, tu as des exonérations sur la partie plus-value long terme sur l'impôt sur le revenu en fonction des durées de détention et du chiffre d'affaires, etc., etc. Après, c'est un peu plus technique, mais tu peux avoir une exonération totale ou partielle d'impôt sur la plus-value aussi. Donc, c'est comme pour tout, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il y a pas de recette magique. Il faut creuser un petit peu. Mm. D'où se faire encore une fois accompagner par un comptable, par des avocats, etc. Et, et ceux qui nous entendent, qui peuvent être peut-être perdus à l'heure actuelle d'entendre tout ça, un peu tout mélanger, n'ayez pas peur de vous lancer par rapport à des considérations fiscales ou légales, dans le sens où vous avez le temps de voir et de vous former en cours de route aussi. Alors attention, il faut faire les choses bien et dans l'ordre, il faut savoir où on va, le faire en connaissance de cause, tu le disais tout à l'heure, et c'est quand même important d'être éveillé, et c'est le but Mm. de ta chaîne notamment, c'est de donner du contenu pour se former, et je pense qu'on est tous les deux boulimiques de connaissances, de savoir, etc. Mais on peut pas tout savoir, on en apprend tout au long du Mm. chemin et c'est pour ça qu'on est accompagné voilà, par des professionnels et qui peuvent au cours du chemin arranger les choses, etc. Je suis moi-même en perpétuelle réflexion et d'avancer. Quand j'ai fait ça il y a 5 ans, je me suis lancé dans la courte durée pour exploiter, etc. Je ne savais pas que 5 ans après, j'allais être là en LMP. Donc, je suis passé à LMNP, ensuite LMP, et etc., etc. Et ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chacun après de s'adapter au fur et à mesure et de faire les bons choix. Oui, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'hyper-préparation qui est une forme de procrastination parfois, Mm. à vouloir absolument essayer de tout comprendre parce que de toute manière, on ne peut pas tout anticiper. Il y a des choses qu'on va découvrir en cours de route, hein, ça c'est clair. Donc c'est toujours voilà, l'intelligence est dans la nuance, hein, se préparer, pas trop non plus, et puis surtout passer à l'action. C'est clair. C'est ça. Mais voilà. Mais Ok, souvent, voilà, LMNP, LMP, LMNP, souvent, tu as un peu moins d'impôts et LMP, souvent un peu plus, quoi. Voilà. bien sûr. Si on doit rester Mais basique dans après, voilà, 80% des si cas. on pour passer à une étape supérieure d'un point de vue revenu sur cette partie-là, bon bah c'est une c'est difficile c'est impossible en fait de passer outre, sauf à avoir des revenus effectivement peut-être de 100 000, 200 000, 300 000 à côté, mais quand ça devient quelque chose que l'on professionnalise, forcément on aura tendance Voilà. à y consacrer plus de temps. Après, ça peut être des stratégies de rester en nom propre sur un certain niveau de patrimoine et de revenus pour Mmh. volontairement, si on le souhaite, rester en LMNP. Et si on souhaite quand même continuer à grossir et grandir, etc., pourquoi pas avoir une stratégie de le faire en société à l'IS, avec les conséquences que ça a également. Mais si c'est réfléchi, anticipé, pourquoi pas? Et d'utiliser un petit peu le meilleur de tous ces mondes, ça peut être intéressant aussi, quoi. Absolument. Bah écoute, je pense qu'on a pas mal balayé le sujet. Merci beaucoup encore pour ton intervention. Est-ce que tu aurais une idée, une pensée fondamentale pour toi que tu voudrais partager pour terminer cette session? Je te pique cette idée hein, qui vient de ton podcast. Bah écoute, une idée générale, je sais pas pour rester sur le thème, lancez-vous si vous souhaitez vraiment, encore une fois, si on doit retenir un petit peu, enfin à mon sens, les quelques points clés vraiment de tout ça, c'est que l'allocation de courte durée, c'est intéressant, c'est facile à mettre en œuvre et au moins c'est permissif. On peut se permettre de le tester, de le goûter si on n'est pas sûr et de revenir en arrière, c'est facile. Donc si vous hésitez encore, et vous n'êtes pas sûr, mais que vous avez quand même l'envie, allez-y, parce que vous pourrez toujours facilement revenir en arrière. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, les points clés pour moi, c'est d'être quand même assez structuré, organisé, savoir que ça va demander plus de travail, plus d'efforts, que vous pouvez déléguer et d'avoir un prestataire carré, sérieux, c'est vraiment un des points clés. Et encore une fois, formez-vous, allez-y et que du bonheur. Excellent. Merci beaucoup Ismaël. Je vous rappelle, vous avez le lien en description pour aller découvrir son podcast. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Ciao, ciao.